Cette sixième partie de la conférence se concentre sur la période qui va matérialiser et caractériser les populations du Xinjiang ouïghour et tout spécifiquement donc les populations ouïghours qui aujourd'hui sont donc turcophones et musulmanes dans l'ensemble des oasis du bassin du Tarim, de la dépression de Turfan et même en partie dans certaines zones sédentaires de la Dzungari, la partie septentrionale du Xinjiang. Or, comme nous l'avons vu, cette turcisation, cette islamisation ne sont pas des données de départ, bien au contraire. Elles se rencontrent, mais ne sont pas non plus des éléments communs. Ce sont des éléments corrélés qui se rencontrent à un moment de la chronologie, mais les Turcs qui turcisent les populations du Tarim et l'islamisation sont deux phénomènes qui ne doivent pas être confondus. Par ailleurs, la langue parlée par les Ouïghours dérive beaucoup plus du dialecte des Turcs Karlouk, dont on a déjà parlé, et qui vivaient au nord du Kyrgyzstan actuel, que du dialecte ouïghour de la Mongolie actuelle. Même si l'identité ethnique qu'ils vont acquérir est celle des Ouïghours, et celle du Haqqana ouïghour qui culmine au IXe siècle. Il va falloir remettre en perspective ces trois éléments. Identification à l'État ouïghour, turcisation par le dialecte Karlouk, commun avec la turcisation de la Sogdiane, de la Confédération Sogdiane, qui est également turcisée par des Karlouks, et finalement donc l'islamisation. Ces trois éléments se déroulant dans la même chronologie, mais étant à bien distinguer. Sur cette diapositive de présentation, nous avons à gauche une carte du monde, et une carte du monde qui est centrée sur le monde turc, et qui, comme nous le verrons, est centrée spécifiquement sur le bassin du Tarim, et qui date du XIe siècle. Et à droite, nous avons également donc un caravansérail qui date également probablement du XIe ou du XIIe siècle, de l'époque donc de la dynastie Kalakhanide, qui contrôle l'école entre l'Asie centrale ex-soviétique et l'Asie centrale chinoise, entre les territoires de l'ancienne confédération soviétique et les territoires des Sakas et des Tokariens qui nous concernent. Ce caravansérail est lui-même exactement au col entre l'ex-Union soviétique et la Chine, à quelques kilomètres de la douane moderne. Ces montagnes sont le territoire occupé par les Karlouks avant leur expansion dans les deux grandes plaines agricoles, les deux grandes plaines d'oasis de la Confédération soviétique et de la cité-État Saka et Tokaria. À l'aube de l'époque Karakhanide, un État, une principauté s'est mise en place à la fin du IXe siècle autour de la cité de Bukhara, qui était notre point de repère sur ces cartes, qui était une des cités importantes de la Confédération soviétique, et qui est désormais donc la capitale de cet espace de l'ancienne Confédération soviétique, du territoire d'au-delà de l'Oxus, la Transoxiane, territoire donc qui dépend généralement de l'émir du Khorasan, mais qui jouait d'une large autonomie, cité par cité, à l'intérieur donc de l'Empire abbasside. À la fin du IXe siècle, un émir de cette région, de Bukhara, étend son influence à l'ensemble du Khorasan et devient en fait l'émir en titre du Khorasan. Il continue de reconnaître l'autorité spirituelle du calife abbasside, mais il est politiquement, fiscalement complètement indépendant. Il recrute des troupes turques, notamment celles qu'il revend. Cet émirat s'enrichit du commerce des esclaves turcs qu'il envoie être des esclaves militaires, les roulades, des esclaves militaires en Irak, mais lui-même donc jouit d'une énorme quantité d'esclaves militaires turcs qui doivent bien être distincts des populations turques qui sont organisées selon leur propre système tribal, fédéral, confédéral au nord, et dont on identifie ici les Karlouks, entre le lac Balkach et le Tian Shan, dans le Kazakhstan, le sud du Kazakhstan actuel, le nord du Kyrgyzstan actuel. De l'autre côté, on a toujours le Haqqana des Ouïghours, qui a été vaincu par l'expansion d'un nouveau Haqqana, le Haqqana des Khitans, les Khitans, qui s'étendent de leur côté sur l'ensemble de la Mandchourie et le nord de la Chine, y compris une partie du nord de la Corée. Donc c'est une nouvelle unification des steppes sous un nouveau Haqqana qui renverse les Ouïghours et qui domine l'Asie centrale, c'est la superpuissance orientale.
Ce qu'il reste du Khaganat ouïghour s'est en fait déporté dans la partie occidentale, non loin des grottes de Kocho qu'on a vu dans l'épisode précédent, là où il y avait déjà les bastions en fait fondés par notamment les Tang pour contrôler la région. Et donc c'est là qu'ils installent leur capitale pour contrôler l'essentiel de la zone tokarienne, du Tarim central et oriental, des zones qui sont parlées, où on parle le tokarien, et c'est au cours de ce processus, commencé dès la fin du 8e, début du 9e siècle, que va se produire une première turcisation de ces populations tokariennes au contact des Ouïghours, en étant au cœur en fait de l'État ouïghour, reliquat de l'ancien Khaganat ouïghour. Ces Ouïghours occidentaux, il y a aussi des Ouïghours orientaux qui dominent une partie du Gansu. Et puis on a une petite dynastie locale de Han, de Chinois ethniques, qui contrôle le territoire entre le Tarim et le Gansu. Un peu plus loin, le Gansu passe sous le contrôle d'une dynastie issue de populations apparentées aux Tibétains qui vivent dans le nord-est du Tibet, les Qiang dans les sources chinoises, qui fondent la dynastie Xia. Donc à nouveau, le monde chinois est extrêmement lointain, même s'il y a un usage dans le Gansu qui se maintient des idéogrammes chinois, de la langue chinoise médiévale. Dans le Tarim oriental, en revanche, on a toujours un royaume de Khotan assez influent qui s'étend aux oasis voisines, notamment Yarkand. Et ce royaume de Khotan continue donc à professer le bouddhisme jusqu'à très loin, jusqu'au Xe siècle, peut-être au début du XIe siècle, moment où il passe sous la coupe, sous l'influence de la dynastie dominante du peuple turc, Karluk. Voilà donc l'expansion des Karluks, avec leurs différentes capitales. Une capitale dans la région du nord du Kyrgyzstan actuel, une capitale dans le sud du Kyrgyzstan actuel, dans la vallée de Fergana, une capitale en montagne, peut-être la capitale initiale, avant l'expansion vers le territoire de la Transoxiane, vers le territoire contrôlé par les Samanides. Et puis une nouvelle capitale aussi du côté du bassin du Tarim, à Kashgar. C'est le centre de gravité vers lequel va tendre l'ensemble des populations de l'ouest du bassin du Tarim, et notamment donc le royaume de Khotan qui devient un vassal. De l'autre côté, donc, un autre groupe turc, les Oruz, vivaient dans la région de la mer d'Aral. Ils font la conquête du delta de la Moudaria, le Kharezm, et ils conquièrent donc l'autre partie de l'ancien émirat samanide. Ils repoussent en partie d'ailleurs les Karluks, et ils se disputent la région de la Transoxiane, la région de l'ancienne confédération sogdienne. Et ils vont également repousser les anciens mercenaires turcs de la dynastie samanide qui avaient pris leur indépendance depuis Ghazni, et qui étaient en train de former un empire qui commençait à conquérir le nord de l'Inde, répliquant à nouveau le processus de cette migration des populations depuis l'Asie centrale à travers la confédération sogdienne, la Bactriane, l'Hindoukouche, et pour s'étendre vers l'Inde. Et en effet, cette dynastie Ghaznévide est à l'origine du futur sultanat de Delhi. Voilà la dynastie Karakhanide, qui domine donc l'ensemble de l'Ouzbékistan actuel et du Xinjiang occidental actuel. Ici, donc, on a une représentation de la capitale septentrionale de la confédération Karluk, de la dynastie Karakhanide, avec ces stèles funéraires anthropomorphes caractéristiques de la civilisation turque à la veille de leur islamisation ou au tout début de leur islamisation. Parce que, en effet, le monde turc est un monde qui est en train de s'islamiser au contact de l'émirat samanide islamique. Et les Karluks, à mesure qu'ils conquièrent l'Asie centrale sédentaire, s'islamisent, ce qui implique qu'au moment où ils arrivent à Kashgar, il y a un processus d'islamisation qui est en cours au sein de la dynastie Karakhanide et des élites turques Karluks, de la même manière que les Oruz, en conquérant le Khorasan et l'Iran, puis le Moyen-Orient, s'islamisent à leur tour. Et ce processus donc conduit un certain nombre d'élites locales de l'ouest du bassin du Tarim, des anciens donc Saka, en voie de turcisation, eux aussi, à s'islamiser au moment où les Karakhanides professent l'islam officiellement au cours du Xe siècle, à la fin du Xe siècle. Et donc on a une islamisation qui réunit très rapidement l'ensemble des populations Karluk de l'émirat Karakhanide, ou du Khana Karakhanide. Et Mahmoud de Kashgar est un personnage très connu parce qu'il est le premier à avoir proposé un dictionnaire général de la langue turque. Et ce dictionnaire général de la langue turque, donc traduit en arabe, qu'il a conçu quand il était à Bagdad,
au cœur civilisationnel du monde, dans l'environnement de l'empire seldjoukide, un empire turc, enfin un empire dominé par des Turcs, et il dresse une carte du monde. Et cette carte du monde est une carte du monde turc, est une carte du monde qui est centrée sur le monde turcophone. Et donc on peut identifier des territoires donc, orientaux, la Chine, la Mongolie, qui sont donc au nord-est de son environnement d'origine, lui qui vient de Kashgar. Le Kazakhstan, l'espace du Kazakhstan actuel, qui est au nord de son environnement actuel, l'espace de la Russie actuelle, qui est au nord de son environnement actuel. La Confédération soviétique, la Transoxiane, qui est au centre, un peu à l'ouest de son environnement naturel. On peut y identifier l'Iran, on identifie la terre du Hijaz, l'Arabie. On identifie également la côte africaine, le pays des Habasha, le pays des Abyssiniens, le pays des Anges. Et puis l'Indus, le Sindh, le Pakistan actuel, et puis l'Inde. Et, me direz-vous, où est le Xinjiang-Ouïghour? Le Xinjiang-Ouïghour est exactement au milieu de cette carte du monde, de cette carte du monde turc. Et donc Kashgar est exactement au milieu, Kashgar se trouve ici. Donc on a ici en fait une représentation de l'ensemble des chaînes de montagnes qui entourent le Xinjiang. Alors les Karakhanides vont continuer à prospérer en Asie centrale, et ils repoussent en partie les Ouïghours occidentaux. Et donc il y a un développement de la civilisation ou de la langue turque karlouk au détriment de la langue ouïghour probablement. À ce moment-là, et les deux langues étant simplement des dialectes du même turc, d'ailleurs Mahmoud de Kashgar exprime bien justement à quel point tous ces dialectes turcs sont apparentés, tout en notant les variantes dialectales. L'événement important qui va se produire et qui va transformer les relations de la dynastie karakhanide avec le reste du monde, c'est l'irruption d'une dynastie qui, elle, ne se convertit pas à l'islam. Donc une population, les Khitans, qui dominaient le nord de la Chine, qui dominaient la Mandchourie et la Mongolie, sont vaincus par un de leurs anciens vassaux, les Jurchen, qui fondent la dynastie Jin, qui domine l'ensemble du nord de la Chine, et sont obligés de fuir à travers donc l'Asie centrale, un peu comme les Yuezhi, ou 13 siècles plus tôt, et sont obligés de fuir et d'aller installer leur capitale non loin de l'ancienne capitale karakhanide, dans le nord du Kyrgyzstan actuel. Et à partir de là, ils vont fonder donc la dynastie Khitan, ou la dynastie des petits Khitans, les Khitans noirs, les Kara Khitan. Khitan étant l'origine du mot Katay utilisé par Marco Polo pour désigner la Chine en raison de leur domination de la Chine jusqu'au XIIe siècle. C'est aussi le terme qui est toujours en usage en Russie pour désigner les Chinois. Et donc cette dynastie de Khitan, une population qui est apparentée aux Mongols, qui vivait dans la Mandchourie, qui sont sinisés, continue à professer un bouddhisme officiel et domine en fait une population turcophone très largement islamisée à cette époque-là. Et ça, c'est une particularité de cette époque. Par ailleurs, le territoire qu'ils contrôlent est beaucoup plus étendu que le territoire contrôlé par les Karakhanides. Et ce territoire très étendu va constituer un peu l'unité de référence qui va rester jusqu'au XVIe siècle, l'unité de référence de l'Asie centrale. Donc on a une forme de réunion des territoires d'Asie centrale, et d'une réunion des territoires d'Asie centrale, en particulier sédentaires, qui sont donc les vassaux des territoires d'Asie centrale à dominante nomade, où se trouvent les capitales des empires. C'est vraiment une structure qu'on va retrouver à l'époque mongole et au-delà. Et donc ce territoire est globalement séparé par le Tian Shan entre donc un territoire occidental qui correspond à l'Ouzbékistan actuel et un territoire oriental qui correspond au Xinjiang actuel.